Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Big Data Hebdo. Le Big Data Hebdo, c'est le podcast francophone de la data et de l'IA. Le Big Data Hebdo sont des épisodes de news, des épisodes thématiques où on approfondit un sujet pour aller un peu plus loin, des épisodes où on reçoit des invités qui évoquent avec nous soit un projet qu'ils ont réalisé, soit qui viennent nous parler du produit de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Et aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu qui est à la fois épisode de news et à la fois épisode où on approfondit un sujet, puisqu'avec Paul, on a décidé de faire un petit peu un wrap-up sur les annonces faites par les deux grands fournisseurs, mais principalement par OpenAI ces derniers mois, autour de leurs outillages pour faire de l'agentique, pour faire de l'AI agentique. Et donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va vraiment aller en profondeur dans ces annonces et dans la manière de laquelle on va pouvoir utiliser les SDK, aussi bien de OpenAI que de leurs concurrents d'Anthropic. Salut Paul, comment ça va? Salut Vincent, ça va très bien. Et toi? Bah, très bien, écoute, impeccable. Comme tu disais, c'est les vacances, donc on sort un petit peu du rythme scolaire avec les enfants. On est aujourd'hui le 24 octobre. Tu voulais commencer par un petit sujet où effectivement, on retrouve, un autre acteur que j'ai pas cité dans mon intro, qui est Google et qui est évidemment dans un angle, qu'ils connaissent bien, qui est celui de comment est-ce qu'on fait un petit peu d'argent avec tout ça? Et oui, alors c'est quand je t'ai partagé la news, j'ai rajouté le petit descriptif. Les agents ont enfin de l'argent et c'était peut-être quelque chose qui manquait aujourd'hui. Alors on a beaucoup entendu parler du protocole MCP, hein, donc un agent peut dialoguer avec des services externes. On a un peu aussi parlé du protocole A2A, les agents discutent entre eux. Et en fait, il manque quelque chose aujourd'hui quand on a une expérience par exemple, de recommandation de produits sur un chatbot. En fait, le chatbot va nous dire tiens, ça serait pas mal que tu achètes ça, mais en fait, l'achat va pas se faire dans l'interface de ChatGPT, par exemple. Elle va se faire sur un site web externe. Et on va voir que ça peut peut-être être un fil conducteur aussi de la discussion qu'on va avoir aujourd'hui. C'est qu'en fait, bah forcément, hein, économie de l'attention, on va essayer de nous garder au même endroit le plus longtemps possible et bah, il suffisait finalement que les agents se dotent d'une manière de pouvoir faire des paiements en ligne et c'est ce que Google a proposé avec un protocole qui s'appelle A2P, non AP2 pardon, AP2, Agent to Pay, enfin, c'est Agents to Payment mais donc A, P et le chiffre 2. Et donc ça permet maintenant à un agent type effectivement ChatGPT, Gemini ou autre, de récupérer vos numéros de carte bancaire et de réaliser la transaction à votre place. Donc là où on imaginait finalement que déjà l'étape où l'agent allait être en capacité de remplir votre panier de courses sur un site de e-commerce, maintenant il est capable d'aller jusqu'au bout de la transaction avec ce protocole supplémentaire. Et Et on on imaginait. imagine tout ce qui existe derrière, quoi. Voilà, c'est effectivement là, on voit bien le savoir-faire de Google pour, étendre, f où ils sont passés par le passé avec le web, ils étaient passés du trafic à la capacité à avoir ce côté transactionnel. Et ben là, ils sont en train de reproduire un petit peu. On comprenait pas effectivement comment ça se faisait qu'ils étaient pas dans le feu de l'attention, mais eux, ils se sont concentrés sur ce qu'ils ont toujours fait. C'est comment faire de l'argent avec tout ça, quoi. Et on va voir que ça va conditionner pas mal de choses parce qu'effectivement, le nerf de la guerre, hein, on n'est pas avec des entreprises philanthropiques ici, hein, ça va être qu'elles puissent monétiser les différents produits, services qui sont mis à disposition. Et on sait qu'une société comme OpenAI aujourd'hui court quand même pas mal après l'argent, hein, à coup de levée de fonds, même si c'est une société qui a une très forte évaluation, enfin, mais qui par contre perd beaucoup aussi Mmh. quotidiennement. Et là, c'est intéressant toujours d'avoir la roadmap, hein, la feuille de route que Sam Altman trace régulièrement. Et donc là, c'était le 6 octobre dernier, lors de la conférence DFD 2025. Alors là encore, je t'ai mis un petit sous-titre dans, dans les notes qu'on a échangées en préparant cet épisode. Là, alors j'ai été ambitieux, ou peut-être Sam Altman l'est aussi, mais j'ai mis OpenAI veut faire tomber à la fois Google et l'App Store d'Apple. Alors bon, pas sûr qu'il arrive S'il en fait un des 2, il sera déjà voilà. très fort quand même. Ouais, 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 non, mais c'est assez réaliste comme, et je pense que tu disais: «Je suis peut-être ambitieux» ou Sam Altman l'est. Je j'imagine que tu puisses être ambitieux, Paul. Ce qui est une certitude, c'est que Sam Altman l'est très fortement ambitieux.
Alors qu'est-ce qu'il a moi ce que j'ai noté, hein, dans ce qu'il a annoncé ici, bah, c'est le virage avec les des apps, hein, donc c'est pour ça que je parlais de l'App Store de d'Apple, c'est que, en fait, donc plusieurs partenaires déjà se sont positionnés pour avoir donc dans l'expérience utilisateur, donc vous êtes dans le chat, dans ChatGPT et vous avez, bah, des applications tierces. Alors je vais en citer quelques-uns qui sont les premiers pilotes, hein. Il y a, Spotify, Canva, Booking, Expedia, Figma, Coursera. Vous pouvez imaginer faire votre diagramme sous Figma à coup de prompt, hein, finalement et ça va se tracer en restant dans l'interface ChatGPT. Et ça, c'est vraiment cette notion-là qui est importante, c'est où se situe l'utilisateur, à quel endroit il passe du temps et à quel endroit finalement à un moment il va faire une transaction bancaire. D'où cette fameuse Mmh. introduction sur le fait que les agents maintenant ont de l'argent. Euh, donc ce qu'il faut s'imaginer ici, effectivement, c'est qu'il va y avoir des partenariats avec beaucoup de grandes marques, hein, de grands sites de e-commerce. Ils vont se faire une petite place à l'intérieur de ChatGPT. Alors comment ils vont le faire techniquement? C'est le premier point. Ils vont le faire avec un SDK qui s'appelle le Apps SDK donc mis à disposition par OpenAI, hein, qui est basé forcément aussi, bah, pour le coup, sur le protocole MCP. Euh, En Union européenne, nous, pour l'instant, bah, on n'est pas trop concernés parce qu'il y a toujours un temps de retard ou un temps ou au moins où, où l'entreprise tâte un petit peu le terrain sous l'angle de l'AI Act et de la législation qu'on a sur l'Union européenne. Donc, on peut pas aujourd'hui nous accéder à ça. Mais le principe, c'est celui-là, c'est de voir apparaître justement donc ces applications au travers de notre expérience de chat dans ChatGPT. Et donc forcément, bah, on imagine que ça se termine par effectivement une transaction bancaire la plupart du temps. Alors, il n'y a pas que les grands que j'ai cités qui sont en capacité d'avoir leur application, hein. C'est un SDK qui est open source, donc on peut voilà, demain se livrer aussi au développement de son application. On va reparler un petit peu plus tard après des SDK, mais si je continue sur les annonces autour de l'approche agent d'OpenAI, OpenAI a annoncé l'Agent Kit. Donc là, plutôt, si je le perçois bien, plutôt une annonce low code. Donc puisqu'on a ici une manière de développer des agents avec un agent builder. Donc là, vraiment sur un modèle visuel avec les fameuses boîtes, hein, comme on les Ouais, appelait ouais, du temps ouais. des ETL. Ça fait beaucoup penser à ce que beaucoup de gens ont fait avec du N8N, par Ouais. exemple, ou des choses comme ça, hein. Et moi, je l'ai testé. C'est d'une simplicité complètement folle, quoi. C'est-à-dire que là, on se retrouve vraiment avec quelque chose. Enfin, en 5 minutes, vous êtes en route, hein, sur le sujet. Voilà, pour Mm. résumer. Je pense que c'est le principal défi qu'ils ont, c'est aujourd'hui, c'est de réussir à faire que ce qui se construit autour autour de la pierre angulaire qui est le LLM, hein, finalement, hein, ce qui se construit autour va se faire dans un univers le plus proche possible de celui de l'éditeur, dont on sortira le plus difficilement possible, hein. On sait bien qu'on sort plus difficilement du low code que du code, ou en tout cas on le migre moins facilement. Bah là, si en plus on est coincé entre guillemets avec l'éditeur, alors si j'ai bien lu les annonces faites, hein, AgentKit ne pourra utiliser que les modèles OpenAI. Donc on n'aura même pas la capacité derrière d'aller utiliser Ouais, comparer avec d'autres ouais. modèles. Donc là, on s'enferme vraiment à l'intérieur euh, d'un outil avec un éditeur et on n'en sort plus. Et je pense que c'est ce que recherche clairement cet éditeur-là et les autres aussi, hein. Ouais, tout à fait. C'est un move assez classique. Mais c'est un move qui a réussi à pas mal de monde. Quand tu regardes, par exemple, Apple, qui a construit son App Store avec un SDK, avec la capacité à contrôler, à maîtriser le flux d'applications qui peuvent s'installer dedans et à faire que seules les applications qui correspondaient vraiment aux specs autorisés par Apple puissent tourner dans la plateforme. Ça leur a bien réussi et ça permet quand même aussi de faire que, bah, il y ait une uniformité, qui est un premium. N'oublions pas que quand vous développez une application, vous allez faire tourner. Alors, je parle déjà d'application, alors que on en est, c'est le devenir, hein. Mais quand vous allez la faire tourner chez OpenAI, vous allez aussi être facturé pour le nombre de tokens que vous allez consommer sur les modèles OpenAI. Que si vous aviez la capacité à utiliser des modèles third party, bah, c'est bien évident que ce serait une source de revenus qui échapperait à OpenAI. Donc ils ont toujours quand même
vis-à-vis de leurs investisseurs. Et c'est vrai que tout à l'heure, tu mentionnais le fait ils levaient énormément de fonds. Ils ont ce véritable sujet de prouver qu'il n'y a pas un seul trou dans la raquette quant à la capacité à générer des revenus futurs. Donc, ils ont une vraie tension là-dessus qui fait qu'ils prennent ce genre de décision, hein, c'est évident. Pour finir un peu le tour de l'agent kit là, enfin, ce que je trouve intéressant, c'est quand même ils ont pensé vraiment cette idée de simplifier les choses, mais en étant quand même exhaustif sur ce qui peut faire un bon agent, hein, au final quand on travaille là-dessus. Bah, c'est les connexions, donc d'avoir vraiment un registre après, une administration centralisée où on va pouvoir définir son Google Drive, son OneDrive, etc. Et donc bien déclarer ces connexions là, mais aussi le faire voilà proprement. Euh, on va avoir un module d'évaluation et ça, voilà. Enfin, moi, je suis toujours, toujours dit sur ce podcast qu'effectivement, quand on démarre un projet d'IA générative, d'agent, etc., bah, voilà, il faut pas se rater sur le protocole d'évaluation. Donc, bah là, c'est pensé et ça, c'est plutôt pas mal avec donc du tracing. Hein. Le tracing, c'est vraiment l'idée d'avoir euh, l'exhaustivité de l'échange qui se fait, de comprendre pourquoi l'agent va chercher un outil, pourquoi quelles sont les étapes intermédiaires. Le prompt optimization, hein, donc ça vous l'avez hein, d'ailleurs maintenant avec surtout depuis GPT 5 que ça a été un peu mis en avant, mais c'est l'idée de pouvoir donner son prompt rédigé par un humain, par un prompt ingénieur comme on disait encore quelques mois, euh, le mettre dans une interface qui va regarder ça, analyser ça avec des règles assez précises et vous ressortir une version optimisée, dont on attend un meilleur résultat à la fin. Si on l'évalue, on pourra le vérifier. Donc en tout cas voilà, tous ces outils-là, plus la partie garde-fou, guardrails, donc qui est vraiment l'idée Ça, c'est bien foutu, hem, hein, ouais. Mmh, d'aller détecter donc en entrée ou en sortie, hein, de pouvoir filtrer sur certains termes, sur certains sujets, d'essayer d'éviter aussi toutes les attaques. Et alors mmh. d'ailleurs pour le coup, qui est donc aussi open source finalement donc là, à voir si ça peut être intéressant, si ça peut être utilisable là faudrait creuser la chose, avec d'autres modèles que OpenAI, mais en tout cas, le SDK, lui, est open source. Donc tout un kit qui est vraiment, pour le coup, vraiment complet, avec la capacité d'aller très très vite hein, pour produire ces agents. Ce que j'ai pas vu, Paul, c'est, parce que bien évidemment, on a des choses qui sont prévues pour des approches code only, qui sont donc effectivement le fait d'avoir le SDK utilisable en Python. Hem Et il y a cette, notion, cet agent builder graphique. J'ai pas vu si on récupérait l'artefact créé par l'agent builder sous forme de code qu'on pouvait rétendre derrière. C'est la chose que Mmh. j'ai pas perçu. C'est le cas ou de ce que Bah, tu as pu voir? je saurais pas te dire non plus, hein, non. Ouais, j'ai pas fait attention à ça parce que, j'étais pas plus tard qu'hier dans une réunion sur un projet où ils évaluaient le fait d'utiliser du N8N et ils disaient: «Oh mais c'est pas grave, de toute façon, on pourra remettre du code dans des composants». Je dis: «Bah ouais, enfin si c'est pour mettre du code, peut-être autant partir complètement sur du code au départ». Donc je sais pas dans quelle mesure on sait récupérer l'artefact qui a été Mmh. créé visuellement. D'ailleurs, tu mentionnais qu'effectivement, il y avait cette notion de rendre la plateforme avec des codes, des connecteurs et ainsi de suite. On s'y trompe pas, c'est tous les acteurs sont en train de faire ça. Anthropic le fait aussi. Ils ont annoncé ces derniers jours une, une, des Microsoft 365 Connector for Cloud, dans lequel on peut effectivement rajouter, beaucoup de connexions avec pour interagir avec les outils desktop. Et on peut se dire qu'on a très longtemps pensé que la bataille serait Heu, sur le back-end, sur ces histoires d'agents et tout ça, et finalement la bataille, elle est quand même vachement dans la connectivité et dans la capacité à interagir avec l'outillage desktop de l'utilisateur. Faut pas s'y tromper, c'est qu'effectivement, en dehors de certains use cases qui vont traiter de la donnée qui est en back-end, on a quand même un gros sujet qui est comment est-ce qu'on améliore la productivité de l'utilisateur avec ces agents, et ça se ressent sur le fait que très vite, on nous parle de cette connecteur registry ici, de ces connecteurs Microsoft 365 chez les autres. Évidemment, Google Gemini est hyper intégré avec la suite bureautique, Google. Parce que finalement, tout le monde est allé là-dedans, a fait son agent SDK.
Alors, l'un est avec un S, l'un est sans S. On ne sait pas pourquoi ils ont quand quitte à se copier, ils pouvaient aller jusqu'au bout. Alors, Heu, celui qui a un S, alors c'est celui d'OpenAI, hein, donc l'OpenAI Agents SDK, et celui qui a pas de S, c'est celui de Claude, le Claude Agent SDK. Alors c'est vrai que bah ça devient encore plus difficile aujourd'hui de choisir le bon SDK. On pourrait se dire, bah, j'ai choisi mon modèle, je sais que je vais faire que des modèles de chez Anthropic, donc à la limite, je prends le SDK le plus proche. Ils ont été malins quand même chez Claude, enfin chez Anthropic, parce qu'ils ont fourni, enfin leur SDK peut s'adapter à des endpoints OpenAI, donc ils se gardent cette compatibilité là. Où on pourrait faire le choix aussi de se dire attention, je me lie pas trop à un éditeur, je vais du côté de LangChain, LangGraph par exemple, pour prendre moins de risques d'être vraiment trop proche d'une famille de modèles. Le choix aujourd'hui, il est quand même vraiment pas évident. Euh, et sachant que toi qui es dans le monde Microsoft, tu as en plus des sous-ensembles ou sur-ensembles de ces SDK avec, par exemple, le Microsoft Agent Framework qui, lui, permet d'embarquer la techno OpenAI à l'intérieur de l'environnement Microsoft, quoi. oui, et alors celui-là, il est tout neuf, hein, parce qu'il est apparu le 1er octobre. Il a été annoncé le 1er octobre, la Microsoft Agent Framework. Et c'est en fait la fusion des deux SDK dédiés aux agents qu'on avait avant. Donc là encore, bon, si vous avez développé un projet soit en sémantique kernel, soit en AutoGen, bah, attendez-vous à migrer quand même dans les prochains mois parce que les deux ne seront plus supportés. Donc sémantique kernel, juste pour faire une parenthèse là-dessus, hein, sémantique kernel avait peut-être le point fort dans l'écosystème Microsoft d'être disponible en .NET C#. C'est à peu près le seul sur le marché d'ailleurs sur ce langage-là, en Python également aussi, hein, mais il permettait. Alors ils étaient partis assez tôt, hein, ils ont commencé assez tôt, dès le démarrage de LangChain aussi à peu près, hein, de manière simultanée. Et donc ils sont partis sur des concepts assez propres finalement, hein, qui est le concept enfin, ouais, de gestion de mémoire, de planeur. Donc là c'est plutôt la prise enfin, l'organisation des décisions. C'est des concepts qui n'ont pas forcément beaucoup pris en termes de développement. Bon, mais en tout cas, il y a toujours l'avantage, hein, quand on est avec des outils Microsoft dans l'écosystème Microsoft, c'est que c'est facile de s'authentifier via un Entra ID, donc l'annuaire. C'est la capacité derrière, bah, ouais, à bien interagir dans cet écosystème-là. Euh, mais c'était assez limité d'un point de vue agentique. Alors quand je dis agentique, c'est faire des scénarios, on va laisser de l'autonomie à des agents pour faire de la prise de décision et aller appeler d'autres agents, aller euh, pousser un petit peu les raisonnements pour pouvoir faire Mm. des choses plus avancées. Avoir des agents un peu cérébraux, quoi, Mm. comme on pourrait les appeler, pas seulement faire du workflow, mais avoir une capacité à ce que les agents décident un petit peu d'eux-mêmes. J'ai bien mis un petit peu, hein, avant Oui. qu'on nous tombe dessus en disant ils ne décident rien. Décident un petit peu d'eux-mêmes pour savoir quel est le bon outil à aller appeler, quel est éventuellement le sous-modèle qu'il faudrait appeler. Donc parce que c'est vrai qu'effectivement, on l'a pas rappelé, dans ce monde des agents, il y a deux approches qui Mm. qui s'opposent et se complètent en même temps. Il y a cette approche cérébrale où vous avez un gros modèle au milieu qui a besoin d'être extrêmement performant, extrêmement pointu, qui va tout faire et appeler des outils à droite, à gauche et ainsi de suite. Et puis vous avez le deuxième modèle qui est plus un modèle de flux de process dans lequel vous allez plus gérer un workflow de manière un petit peu où il y a des étapes très déterministes, hein. Mm. Si on prend par exemple le Hello World du Agent Builder de OpenAI, c'est première question, c'est je détermine quelle est la nature du sujet. J'ai un classifieur qui va me déterminer en fonction du prompt, de la question qu'on a posée, vers quoi il faut s'orienter. Et après, j'ai des modèles plus spécifiques. Enfin, j'ai plutôt des nœuds plus spécifiques qui vont faire ça. Donc là, on est plus dans ce modèle de workflow. Et comme on le disait, Paul, l'autre jour, lors d'une de nombreuses discussions entre deux épisodes, ne vaut-il mieux pas un bon workflow qu'un mauvais agent, Mm. hein? Ah oui, oui. À un moment donné, c'est là où effectivement l'ingénierie préalable
à la constitution de ces environnements est quand même non négligeable puisque effectivement on va se retrouver avec une capacité à avoir, des choses où on va pouvoir définir, ben, des points de passage, des validations, des choses comme ça et donc là-dedans, comme tu disais, il y avait des frameworks, qui étaient pas très à même d'avoir cette capacité de décision, mais là, le Microsoft Agent Framework qui est tout nouveau semble, un peu corriger ce qui est sujet, quoi. Bah, ils reprennent en fait toute une logique qui est à la fois celle d'AutoGen, donc qui était la capacité de faire du multi-agent avec cette idée de un composant qui s'appelle le groupe chat en fait. Hein, donc on fait venir plusieurs agents dans une salle de discussion, si on veut le dire comme ça. Ils discutent entre eux, on le voit vraiment plus dans les logs, hein, et ils prennent. Donc la décision est prise à un moment que ce soit tel agent qui exécute telle action. Bon, c'est sur le papier, ça peut paraître vraiment futuriste. Ça peut être aussi très très dangereux. J'ai fait un petit calcul pour une présentation l'autre jour. Si vous prenez un agent qui a donc quand je dis agent, je simplifie un LLM avec un système prompt un peu voilà spécifique. Admettons qu'il ait 95% de bonne prise de décision ou de réussite dans ses actions. On peut se dire c'est pas mal, 95 fois sur 100. Beaucoup d'humains qui aimeraient bien avoir ce taux de réussite aussi dans leurs activités du quotidien. Mais maintenant, prenez 10 agents qui ont ce même taux de 95% de réussite. Si vous les faites se succéder, alors peut-être là plutôt sur un schéma de workflow, mais en tout cas s'ils passent les uns après les autres, votre application descend avec un taux de réussite de 60%. Mmh. 95, dans 0,95 Ouais. puissance 10. Imaginez maintenant qu'on soit un peu plus réaliste et qu'on ait peut-être un agent à 80% de réussite Mmh. sur ses actions. Aïe, 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 aïe. Votre application, attention, descend quasiment à 10% de taux de réussite global. Donc faut vraiment garder ça en tête. C'est que c'est multiple. Enfin, donc vraiment ce que tu disais, c'est hyper important. Plus on est proche d'un workflow, ben, plus on est Voilà. déterministe, plus on va rester dans du code, sans forcément appeler des agents, parce que le code aujourd'hui il est déterministe. Mais faites vraiment attention de garder cet outil-là pour les endroits où ça devient vraiment intéressant, pertinent. Et c'est là où ce dont tu parlais juste avant, le composant guardrails, qui existe, hein, chez toutes les implémentations d'agents, il y a un équivalent de ce guardrails est super important à implémenter puisque ça évite, entre guillemets, ce que les ingénieurs système appellent la fork bomb où un agent invoque un autre agent qui réinvoque de manière récursive et qui continue jusqu'à plus en pouvoir. Heu et foncièrement, c'est vrai que là, le workflow permet quand même à un moment donné d'éliminer les mauvaises directions, plutôt que d'avoir quelque chose qui tourne en rond, sur lui-même. Moi, je suis l'autre jour, j'avais créé quelque chose avec, dans un projet Claude Code où je demandais à aller rechercher, à aller analyser des recherches qui étaient faites et à ressortir, à refaire des recherches complémentaires et au bout d'une heure, j'ai arrêté parce que le truc tournait depuis une heure Mmh. et et bon bref, c'était dans le quota de l'abonnement, donc pas de problème par rapport à ça, mais pas de coût. Mais, en termes d'efficience, c'était désastreux, quoi. Donc on a quand même clairement un sujet, là-dessus, quoi. Et ce qui marche bien, on se rend compte, hein, quand on définit justement ces workflows, même quand on leur laisse un petit peu d'autonomie derrière, bah, c'est d'avoir des nœuds, des arêtes entre ces nœuds et ce qu'on appelle un graphe. Et Mmh. les premiers qui l'ont fait, bah, c'est LangGraph. Et effectivement, Microsoft Agent Framework s'est inspiré aussi de cette logique-là. Et ça reste quand même assez proche de la logique qu'on peut avoir en tant que développeur, de poser les choses, enfin, ou même en tant que fonctionnel qui va exprimer un besoin. Hein. Donc, de poser ces choses sous forme de graphe et d'avoir après un respect de l'exécution de ce graphe. Et alors là où effectivement avec, Agent Builder ou avec AgentKit d'OpenAI ou son équivalent chez Anthropic, on sait faire interagir différents modèles qui ont des vitesses de réaction, qui ont des coûts très différents évidemment, qui ont des capacités de raisonnement très différentes. Avec LangGraph, on a un autre énorme avantage, c'est qu'on est agnostique aux fournisseurs de modèles et donc on sait faire un bout de truc avec du Mistral, on sait faire un bout de truc avec, avec du GPT, du GPT-OSS. Et ça, c'est quand même un énorme avantage. Là, je chez un client où effectivement le choix LandGraph a été validé, de par le fait de pouvoir, avoir la maîtrise sur l'orchestrateur et de ne pas dépendre d'un fournisseur.
spécifiques par rapport à ça. Donc ça, c'est vraiment un truc super important, quoi. Mmh. La question qui va se poser, je pense, pour LangChain, c'est est-ce que les gros éditeurs vont continuer à jouer le jeu de la contribution Mmh. et venir donner un petit coup de main pour maintenir des connecteurs, des librairies? Bon, j'en suis pas certain. Ou en tout cas, ils auront peut-être pas une implication, aussi forte qu'ils pouvaient l'avoir il y a quelques mois encore. C'est évident, bien sûr. C'est évident et de toute façon, il va y avoir, on le sait, on risque de se retrouver dans le même, phénomène que, un peu de contribution open source, sur certains sujets et puis la contribution open source avec des morceaux qui restent dans du code privé. Enfin, ça risque d'être compliqué. On sait que ça va être l'un des défis qu'on cette interopérabilité va être un des défis qu'on va avoir, quoi, c'est clair. Mmh. Alors même si LangChain, je reprends une news qui est sortie, il y a 2 jours, LangChain a levé 125 millions de dollars en série B. Hem, bon, ça reste un bon montant, mais à la fois, quand même, peu au regard des enjeux qui sont derrière. Oui, mais ils ne sont absolument pas la dimension en termes financières et l'impact financier est absolument pas le même parce qu'ils ne font pas de services hostés Mmh. de modèles, qui est une activité extrêmement coûteuse, extrêmement capitalistique. C'est-à-dire que quand on voit effectivement les précédentes annonces qui ont été faites par OpenAI autour des fonds qu'ils ont levés, des interactions capitalistiques qu'ils ont pu avoir avec Oracle, avec Nvidia et autres, c'est parce qu'ils ont besoin de la ressource pour traîner des modèles et pour faire tourner des modèles. LangChain est plus dans une logique de financer du software engineering pour continuer à fournir le meilleur orchestrateur. Et donc, vu qu'ils sont sur ce sous-ensemble, ils ont quand même une capacité à avoir des besoins financiers moindres que ceux qu'on peut avoir. Donc, effectivement, c'est ridicule comme montant, même si j'ai honte de dire que c'est ridicule comme montant, vu Au l'échelle à regard de ce laquelle, qui peut se perdre à dans l'é- cet univers-là. à l'échelle, mais c'est Ouais. ridicule vis-à-vis des autres acteurs dont on parlait juste avant, mais c'est, assez cohérent eu égard au fait qu'ils ne font pas tout à fait la même chose, quoi. Mais néanmoins, c'est assez rassurant puisque l'une des questions qui peut se poser: «Oh là là, j'investis sur LangChain, mais si LangChain ne n'existe plus dans 2 ans, j'aurai tout mon travail que j'ai fait là-dessus». Donc c'est quand même une super nouvelle, en plus du fait que LangChain effectivement a passé la milestone LangGraph pardon, a passé la milestone 1.0. Les deux, hein, alors c'est en version LangChain alpha. Les 2, ouais, je d'accord. crois, ouais, ils l'ont fait simultanément et donc version alpha, mais 1.0, ce qui est toujours un petit peu rassurant quant à la continuité des méthodes qu'on va trouver dedans. Mmh. Alors, on peut sur cette guerre des SDK pour agents, effectivement, l'OpenAI Agent SDK, c'est qui est disponible sur GitHub. Vous pourrez aller voir le GitHub. À moins qu'il y ait des choses supplémentaires par rapport à ce que tu as déjà pu dire, Paul, que tu voudrais ajouter par rapport à cet OpenAI Agent SDK? Non, non, allez voir les vidéos de Pierre Bittner. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour Si vous cherchez quelqu'un qui vous explique bien tout ça, vous allez voir Pierre qui fait des super vidéos. À chaque fois, elles sont vraiment super sharp. C'est super intéressant. Bravo Pierre. Hem, je vais vous parler un tout petit peu du Cloud Agent SDK. Alors, c'est assez amusant. C'est que c'est en fait le renommage du Claude Code SDK. C'est-à-dire qu'auparavant, Claude fournissait sa UI dans laquelle vous pouviez, utiliser les modèles anthropiques, une API pour utiliser ces modèles, de la même manière que c'est dans un mode, query response, conversationnel tel que vous le faisiez dans la chat. Et puis il y avait Claude Code, qui est un outil qui, comme le nom l'indique, avait comme cible les développeurs pour pouvoir être votre assistant dans des tâches de codage. C'est-à-dire que le Claude Code marche comment? Vous le lancez au sein d'un projet de développement que vous avez. Il commence par prendre connaissance de vos fichiers, puis ensuite, via des prompts, vous lui demandez de coder pour vous de nouvelles features. Et il y a pas mal de gens, on a vu apparaître ces derniers mois, pas mal de gens qui ont commencé à utiliser Claude Code pour faire tout autre chose que du code.
C'est-à-dire que finalement, la capacité à mettre des systèmes prompts spécifiques pour faire des sous-agents à différents endroits. Et alors, c'est super simple, hein. Vous avez une arborescence de fichiers. Vous mettez des fichiers Markdown et chacun de ces fichiers Markdown peut devenir un sous-agent, peut devenir une commande spécifique. Et donc, on a vu des gens apparaître des usages qui sont des gens qui développaient en connectant des MCP spécifiques, en connectant différentes choses, des gens qui développaient des systèmes de productivité complets sur leur machine, mais qui n'utilisaient Claude Code absolument pas pour créer une ligne de code avec. Et donc, et finalement, Anthropic a avalisé cette extension de l'usage en disant, voilà, c'est pas Claude Code, c'est Claude Agent SDK. Alors le SDK, il existe en TypeScript et en Python, c'est pas une surprise. Et alors ce qui va ajouter quand même par rapport au fait d'utiliser l'API classique, c'est effectivement cette capacité à développer des sous-agents, mais c'est d'avoir ce context management. Parce qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous faites une action dans Claude Code, il va enrichir un fichier qui s'appelle claude.md que vous aurez au sein de votre répertoire et il va mettre dedans tout ce qu'il sait sur votre projet. Et bien, ce context management, c'est quelque chose qui effectivement arrive de facto. Vous avez la gestion des outils, c'est-à-dire que n'oublions pas que c'est Anthropic qui a inventé le MCP, je crois, ou du moins qui a contribué à sa popularisation très forte. Ce Rich Tool écosystème, il est super intéressant. C'est-à-dire que là, vous allez voir tout ce qui est MCP peut être interconnecté dans cet outillage que vous allez faire. Vous pouvez, avec ce SDK, gérer des permissions super fines de dire, ah, mais là, tu peux faire un ALS sur telle branche de répertoire de ma machine. Tu peux éditer les fichiers qui sont dans cette chose-là. Donc, c'est vraiment super intéressant de ce point de vue-là. Et puis, évidemment, toute personne qui a développé des choses en termes de session et ainsi de suite, avec des LLM, vous vous souvenez, il faut remettre les précédentes bribes de conversation à Mmh. l'intérieur du nouvel appel. Et ça, finalement, c'est le SDK, il fait une abstraction là-dessus et il vous permet de ne pas avoir à gérer ça et de pouvoir avoir cette mémorisation de l'ensemble. Donc, c'est vraiment plein de choses super intéressantes de ce point de vue-là. Et donc effectivement, vous allez pouvoir dans votre répertoire .claude à l'intérieur de là où vous développez, pouvoir mettre dans un répertoire agents, différents agents. Il y a cette notion de agent skills qui sont des capacités spécifiques, c'est-à-dire la capacité à, par exemple, c'est un peu à mi-chemin entre l'appel d'un agent complémentaire qui serait extérieur et l'appel d'un MCP. C'est vraiment une capacité à réaliser une tâche spécifique que vous ajoutez à votre environnement Claude. Donc c'est vraiment une approche très différente puisque la productivité, elle passe par la ligne de commande, dans ce cas de figure. Mais c'est quelque chose qui, d'un point de vue intégration avec le desktop, permet de construire des choses très, très riches de ce point de vue-là. Alors vous avez toujours la capacité, bien évidemment, à faire du software engineering et à intégrer ça dans un serveur web pour créer une application web avec, hein, bien sûr, mais il y a vraiment un outillage qui profite de tout ce que les développeurs ont pu faire comme utilisation. Et donc, Anthropic a bien joué là-dessus, c'est-à-dire qu'ils ont commencé par éprouver leur concept auprès d'une population qui serait assez compréhensive sur les éventuels dysfonctionnements, et maintenant ils étendent ça pour en faire quelque chose d'utilisable par bien d'autres populations que les développeurs. Donc, super intéressant comme approche. Mmh. Ah oui, approche plus ils ont pris leur cœur de cible et on savait, hein, que quand même il y avait, le gros usage des LLM, c'était d'aller chercher, d'aller, expliquer des bouts de code ou de générer du code supplémentaire. Ils sont partis de leur cœur de cible pour s'agrandir. Là où OpenAI, à l'inverse, a peut-être une vision, tout public et après essaye peut-être après de rattraper justement aussi les développeurs parce que là le modèle, hein, chez OpenAI, c'est Codex. Donc qui a évolué encore, hein, qui est passé maintenant, enfin qui s'appuie sur GPT-5. Donc ça fait partie aussi des annonces qui ont été faites là pendant les Dev Mmh. Days d'OpenAI. GPT-5, alors j'ai repris ce chiffre parce qu'il me semblait vraiment impressionnant. GPT-5 Pro, en termes de facturation. Alors il a, d'un point de vue fonctionnalité, il a une fenêtre de contexte, hein, vous savez, c'est ce qu'on peut lui donner en entrée dans un prompt qui serait assez conséquent, hein, de 400 000 tokens maximum. Alors c'est plus si impressionnant que ça parce que ça fait très longtemps enfin non,
à l'échelle, hein, Qu'on de est la passé à des numérique. centaines de milliers de Ouais, tokens. qu'on Voilà, qu'on a discutait passé déjà le cap des centaines de milliers de tokens, c'est vrai, même effectivement, ouais. des annonces à 1 million. Mais ce qu'il faut bien voir, hein, c'est est-ce que vous aurez envie de les utiliser, sachant que ça va vous compter $15 par million Ouais, c'est fou, hein. à l'entrée. Là où un GPT, j'ai repris les chiffres là, pour me faire un ordre d'idée, un GPT-5, donc pas le Pro, hein, mais un GPT-5 qui est assez récent quand même, hein, sera plutôt 10 fois moins cher, hein, en entrée. Et en sortie, attention, tenez-vous bien, 120 millions, oula, non, $120, $120 par million de tokens à la sortie. Et GPT-5 tout court, lui, est autour de 10-12 $. Donc x10 sur la sortie. Alors, peut-être que c'est des prix un peu prohibitifs pour se dire que voilà, ceux qui iront là-dessus, ils ont vraiment des cas d'usage où ils se disent que ça sera intéressant d'aller le creuser. Ils ont le budget pour aller chercher. Mais ouais, on est sur des tarifs assez impressionnants. Donc c'est un modèle de raisonnement. Donc on pourrait attendre de lui d'aller explorer, je sais pas, des grands problèmes mathématiques ou C'est physiques, ça. etc. C'est effectivement là où alors, on parlait tout à l'heure de cette profession qu'on avait inventée qui était le prompt engineer, qui de par la capacité des SDK dont on parlait juste avant, maintenant à proposer des capacités à reformuler le prompt et à l'optimiser, ainsi de suite, c'est peut-être un métier qui a été très éphémère. Mais ce qui est très certain, c'est que au même titre que chez les cloud providers, il y avait une véritable science du choix de la bonne VN pour réaliser quelque chose, aussi bien chez AWS avec les différentes déclinaisons de VM dans tous les sens, possibilités de VM que chez Azure, que moins chez Google, c'était plus simple. Heu, Là, il y a très clairement maintenant une véritable science de l'optimisation de l'interaction qu'on peut avoir avec les LLM sur quel modèle utiliser pour quoi faire, quoi. C'est clairement un vrai sujet. Là-dessus, quand on voit le GPT Real Time Mini, le GPT Image One Mini, le GPT-5 Codex, le GPT-5 Pro, alors, ça commence à faire un truc où il va falloir, ça va être une branche de consulting spécifique ce choix des modèles, hein, c'est Oui. Oui, parce que là, j'ai parlé effectivement des annonces alors des tarifs très élevés, mais effectivement, les sorties de modèles en mini, les déclinaisons en mini, sont là justement pour proposer des choses à des coûts plus faibles. Alors peut-être avec un niveau de résultat qu'il faudra évaluer pour voir s'il ne se dégrade pas trop par rapport à la version normale du modèle. Mais ouais, ouais, il y a une panoplie de plus en plus forte et de toute façon, maintenant, j'ai l'impression qu'ils vont décliner systématiquement, hein, une sortie de modèle, se déclinera en donc la version standard, la version mini, la version nano et peut-être une version pro qui sera au-dessus de la standard. ouais, c'est clair, c'est clair. Ouais, ouais, c'est évident, c'est évident. Alors moi, je suis absolument pas dans dans les dans ce qui est, le Sora 2 et autres, mais j'ai participé à quelques webinaires où ça montrait, ce qui était possible de faire avec ces outils très orientés vers la génération d'images, de vidéos et ainsi de suite. C'est assez édifiant de ce point de vue-là, quoi. C'est clair qu'à un moment donné, il y a un vrai sujet autour de ces autres usages, pardon, et de la capacité à générer ce genre de choses, hein. C'est clair que d'une manière générale, on est là-dessus. Et effectivement, alors vous allez vous dire, il y en a un qui est, on a deux clans qui s'opposent. On a le clan OpenAI avec Paul et moi avec et le clan Anthropic Claude avec moi. Et effectivement, j'ai écrit un petit papier que j'ai posté dans Carnet Data et IA, puisque c'est Anthropic qui a sorti, vous savez, les modèles Anthropic sont en 3 versions. La version Opus, qui est la plus avancée, la plus capable la plus chère et la plus capable en termes de réflexion, de raisonnement et ainsi de suite. Et la version Sonnet, qui est celle qui est au milieu et qui est la plus polyvalente et qui est capable de faire quand même déjà des choses très avancées. C'est un peu le choix par défaut. Et puis il y a la version Haïku, qui est la version la plus rapide. Et effectivement, j'ai voulu regarder un petit peu quelle était cette rapidité, quelle était la rapidité qu'on pouvait avoir. Et donc j'ai fait un comparatif entre Sonnet 4, Sonnet 4.5
qui sont assez cohérents en termes de résultats et de performance les uns et les autres et qui Sonnet 4.5 bien évidemment apporte beaucoup plus de richesse dans les réponses fournies que le 4. Mais j'ai surtout comparé ça avec le Haiku qui vient de sortir, qui est le Haiku 4.5, sur la vitesse pour produire un output et surtout aussi la vitesse à laquelle il est capable de commencer à produire quelque chose. Ce métrique qu'on appelle le time to first token, qui a son intérêt dans le monde agentique, puisque, pourquoi je parle de ça ici, c'est que ça a un énorme intérêt dans le monde agentique, c'est sur des tâches d'aiguillage et de validation d'une réponse et de capacité à dire ah ça c'est vers ça qu'il faut aller ou ainsi de suite, de pas rajouter une latence monstrueuse sur ces tâches où on produit pas grand chose mais il faut le produire vite. Et effectivement, on voit très fortement que le temps de réponse, il est démesurément, il est dans un rapport parfois de 1 pour 4 par rapport à un Ouais. modèle généraliste Sonnet. Donc ça renforce ce qu'on disait juste avant, qu'il va falloir être super sharp, maintenant sur, quel modèle pour faire quel usage et dans quelle mesure et l'optimisation va sûrement venir de là, au-delà de l'optimisation du coût qu'on va avoir, dans le futur, quoi. Bah, je vous inviterai à aller voir ton post effectivement parce que là, tu nous as fait des belles boîtes à moustaches pour, pour illustrer tout ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vais être très franc, hein, les boîtes à moustaches et ainsi de suite, déjà le benchmark, heu, c'est Claude Code qui me l'a fait, hein. Je veux dire, à un moment donné, je lui ai bien spécifié ce que je voulais comme benchmark, ce que je voulais tester comme modèle. Il m'a fait un code super sympa que vous trouverez aussi dans le GitHub qui accompagne cet article. Là-dessus avec, des demandes des prompts, variés pour pouvoir faire différentes choses et après il m'a fait un rendu avec effectivement des boîtes à moustaches, des scatterplots et ainsi de suite pour pouvoir mesurer ces différentes métriques. Mais, là, je vous avoue qu'effectivement, c'est là-dessus où il y a des gens me disaient l'autre jour: «Ah, mais tu te rends compte, pour utiliser ça, faut prendre un abonnement à 200 balles par mois». Bah, je lui dis: «Tu sais, moi, je pense fondamentalement que ça me fait gagner plus de 200 balles de productivité par mois quand même, hein». Au bout du bout, hein. Donc il n'empêche que le code, je le relis ligne par ligne pour voir ce qu'il fait, hein, de toute évidence, hein. Mais ça me fait gagner plus de 200 balles de productivité, donc c'est un peu ça. Oui, effectivement, beaucoup de choses dont on a parlé, on l'a pas dit, beaucoup de choses dont on a parlé aujourd'hui sont accessibles pour les modèles max Mm. ou modèles, pour les abonnements max ou les abonnements pro qui tournent généralement autour de 200 $ par mois, quoi. Mais évidemment, si vous rentrez dedans à fond, vous allez gagner plus de 200 balles par mois, de toute évidence. Et alors pour terminer dans les annonces qu'on a relevées là de cette Dave Day, et peut-être pas avec un outil de productivité, mais plutôt un outil où on passe beaucoup de temps, je sais pas si pas forcément très productif, c'est le navigateur Internet, qui est peut-être notre seconde maison. Et pour parler d'un autre acteur qu'on n'a pas encore évoqué, c'est Perplexity. Euh, il y a une guerre des navigateurs, et c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais que le fait qu'OpenAI s'attaque aussi à Google sur le plan, donc on le voyait déjà depuis longtemps sur le plan du Mmh. search, hein, où maintenant on commence à avoir le réflexe d'aller faire du search dans un chat GPT. Mais il fallait quand même passer plus loin, et il fallait à nouveau donc franchir cette étape qui est juste celle de la discussion ou de la recherche, et passer à l'action. Et pour ça, alors je vous invite à revenir en arrière, il y a plusieurs décennies, c'est-à-dire enfin, plusieurs décennies de l'IA, c'est-à-dire en juillet dernier, juillet 2025, OpenAI avait annoncé alors je me perds dans les noms, euh, Chat, ChatGPT Agent, voilà, ChatGPT Agent. Alors, il se basait lui-même sur Operator. Donc, si je résume un petit peu, si je refais un peu l'histoire, Operator, c'est celui qui arrivait à utiliser votre ordinateur, ou enfin, plus précisément, un navigateur, ou quelques commandes système, etc., exécuter un petit bout de code, et à le faire donc à votre place, mais donc en étant dirigé par le modèle de langage derrière. Il y avait Operator, et il y avait aussi, il y a toujours Deep Search. Donc Deep Search qui lui va aller partir sur le web, passer quelques minutes et vous ressortir une analyse approfondie de ce qu'il aura pu aller récupérer sur le web.
Et finalement, en fait, ils ont mixé ces deux éléments-là pour faire quelque chose donc qui s'appelle ChatGPT Agent, qui a la capacité donc où vous êtes en termes d'expérience utilisateur, hein, vous êtes dans ChatGPT et là vous voyez que votre ChatGPT est en train de lancer un mini navigateur dans une petite fenêtre. Vous le voyez en train de faire sa navigation, d'ouvrir plusieurs onglets, d'aller tester des choses si vous lui avez demandé une recherche justement de je sais pas de produits qu'on voudrait acheter. Et à la fin, il nous reformule tout ça et il nous permet d'obtenir la réponse. Mais là, on était bien dans ChatGPT utilisant à l'intérieur un navigateur. C'était peut-être pas la plus logique des choses vu la culture qu'on a du navigateur depuis Netscape ou Ouais, quelques ouais, ouais. pour les plus anciens. Et donc en fait maintenant, ce qui a été annoncé, c'est ChatGPT Atlas, donc un navigateur au même titre qu'un Google Chrome, qu'un Microsoft Edge ou qu'un Perplexity Comet, qui est peut-être celui qui est le concurrent le plus fort C'est le aujourd'hui parent pour de ces Atlas. navigateurs. Ouais, c'est effectivement l'origine de. Où là, ce qui va se passer, on revient dans une expérience utilisateur qui est celle du navigateur, on ouvre des onglets, on fait et là cette fois-ci, c'est ChatGPT qui prend la main sur tout ce qu'on va faire, ce qu'on va rechercher, et surtout qui va avoir une connaissance de ce que vous êtes en train d'y faire. Et c'est là où ça devient impressionnant, effrayant. Vous mettrez l'étiquette que vous souhaitez dessus. Mais en fait, il va donc se rendre compte de ce que vous avez, enfin comme les cookies Facebook, vous allez me dire, il y a quelques années, hein, mais tout Ce ce que que vous j'allais dire. ouvrez, Ouais. vous ouvrez donc vos navigateurs, vous naviguez, vous avez un historique de navigation. Vous aurez bien fait attention forcément d'aller vous passer en mode incognito pour aller sur certains sites que je ne citerai pas ici, et parce que cette fonctionnalité aussi a été pensée. Hein. Et donc vous allez pouvoir avoir cette expérience de navigation boostée, enfin en tout cas en augmentant le contexte que vous donnez au LLM qui discute avec vous, parce qu'il va avoir une connaissance de plus en plus forte de votre personnalité, de vos habitudes, et c'est là où ça devient retombe finalement dans qu'on connaît depuis le big data, mais avec cette fois-ci l'accélération qu'on a avec les LLM. C'est assez. Alors, c'est troublant sans l'être. Déjà, il y a des gens qui ont fait tourner Atlas derrière un proxy et qui ont regardé ce qui passait dans le tuyau. Et ils ont été assez. C'est assez troublant. Hein. C'est-à-dire que là, on est dans du. On revient à l'époque du tracking avec les third-party cookies où on savait si tu avais passé ta souris au-dessus d'un ad sans cliquer dessus. Quoi. On n'est pas loin de ça. Après, moi, ces derniers temps, j'ai eu effectivement, plutôt que de faire des recherches Google, j'ai eu très fortement tendance à faire des recherches dans ChatGPT et lui demander de me sortir la liste de pages web pertinentes avec des explications, de faire cette première étape derrière qui était celle de survoler les pages web des réponses et de le faire pour moi. Donc, j'ai eu cette tendance à le faire. Donc après, te dire, bah, tu le fais dans un navigateur et tu retrouves un contexte de navigation en étant assisté. T'es juste en train d'inverser des étapes finalement, donc c'est pas Mm. si gênant que ça. Alors même s'il s'engage mordicus, mais on sait bien que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent, à ne pas utiliser nos données de navigation pour entraîner de futurs modèles, l'ultra connaissance qu'ils vont avoir sur nous, elle est quand même un peu troublante parce qu'on sait que ça peut mal se terminer. Et donc ça rejoint quand même à effectivement des topics qu'on a abordés un peu plus tôt dans cet épisode, qui sont, de toute façon, OpenAI, ils sont face à un vrai sujet, c'est de ne pas louper une seule opportunité de génération de revenus, si ce n'est pas pour le moment, de pas préparer une génération de revenus future, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est évident que de toute façon, euh, il fallait qu'ils aillent là-dessus. On peut même s'étonner qu'ils aient mis tant de temps que ça à aller bouffer sur les plates-bandes de Perplexity. Mm. Euh, Parce que effectivement, c'était peut-être le truc qui leur manquait pour avoir une super couverture de ce qui se passe sur les gens. Et alors, de manière assez amusante, je me suis rendu compte, en n'utilisant pas Atlas, mais en utilisant je sais plus comment il s'appelle, le MCP qui permet d'avoir un navigateur dans Claude Code, dont la finalité est au départ
de pouvoir lancer des tests sur des UI que tu aurais Mmh. développés et de dire à Claude Code: «Bah, vas-y, lance le navigateur, navigue sur le site, qui a été développé là, et fais ce test, fais ce test». Enfin voilà, de faire du Selenium un peu on stéroïdes et je sais plus comment il s'appelle ce MCP. Mais bon, j'ai essayé d'aller sur des sites où il y avait des paywalls avec et visiblement, il y a une forme de user agent qui doit pas plaire à ces sites-là. J'ai pas eu Mmh. vraiment le résultat escompté. Donc je pense qu'on on va se retrouver aussi parce que finalement maintenant aller dire, tu fais un agent qui scrape, un Medium ou un autre truc comme ça. Alors c'était pas avec Medium, c'était avec d'autres sites que j'avais fait ce test-là, mais scraper des sites colossaux, qui sont payants avec ce type d'outil, devient un jeu d'enfant presque, hein, j'ai envie de dire, hein. Mmh. Parce Donc que ouais, chose que j'ai pas précisé, c'est que si vous avez des comptes, donc login, mot de passe associés, enfin votre Gmail ou des choses comme ça, mmh, vous les avez rentrés dans la classe, il les connaît, vous pouvez brancher, débrancher, mais il va pouvoir justement, pousser la chose jusqu'à aller, écrire votre brouillon de mail à votre place et donc on va avoir, alors si on a justement des accès à payants à Medium, bah, effectivement j'imagine que mmh, l'agent intégré va aller à notre place en s'authentifiant de cette manière-là. Sur macOS uniquement pour l'instant, hein. Voilà, donc c'est ouais, toi qui feras les tests. Moi, j'ai pas de j'ai du Windows forcément, mais heu, mais oui, sur macOS pour l'instant. ouais, ouais. Et Donc Google va rattraper la chose parce qu'on voit bien, les mouvements qui se font ouais, côté Chrome pour avoir les logiques, similaires. tu soulignais tout à l'heure quand on discutait aussi que qu'est-ce que va devenir le SEO? Comment le SEO va se transformer dans ce parce que voilà, quand maintenant on va faire appel à ChatGPT pour nous donner des résultats, de l'information là-dessus. Certes, il y a ils ont le search qui permet de faire du search en temps réel de résultats, mais ils ont quand même ces résultats, comment est-ce qu'ils sont perçus par le au même titre que le SEO? Comment est-ce que les pages web étaient perçues par Mmh. Google? Comment ces pages web maintenant vont pouvoir être perçues pour comment est-ce qu'on les éditeurs de sites web vont pouvoir ajouter ce qu'il faut pour que leurs pages web soient bien perçues, bien compris par les moteurs LLM, non seulement pour le training, mais aussi Mmh. derrière pour cette interaction en temps réel. Et on va appeler ça le GEO pour Generative Engine Optimization et ouais, c'est un sacré défi, je pense, pour toutes les équipes marketing, Ouais. Mmh. d'aujourd'hui et de demain. Ben, écoute Paul, je pense qu'on a fait un sacré tour de piste, Mmh. sur le sujet, Merci d'avoir, préparé, avec des notes, très détaillées cet épisode. C'est toujours un plaisir. Hem Est-ce que tu as on a oublié de se présenter mutuellement en début d'épisode. Alors moi, je suis Vincent Huchling, je suis le cofondateur de ce podcast et sinon je suis indépendant et j'accompagne mes clients dans, les défis qu'ils rencontrent au travers de leur, plateforme, data et IA. Je les accompagne à imaginer, concevoir et aussi à implémenter ces plateformes IA. Et toi, Paul, tu es toujours chez Alors, Expertime? toujours architecte IA chez Expertime, donc qui fait partie du groupe Orange Business et toujours, bah, sur voilà, des problématiques de développer des applications, poser les architectures, les bonnes bases pour ces applications d'IA. Et à côté de ça, je suis aussi MVP Microsoft et ça me fait animer une communauté qui s'appelle la Global AI Community virtuelle francophone, où vous retrouverez, alors sans doute peut-être en replay, selon la date de diffusion de cet épisode, un épisode, un débat, un grand débat, on appelait ça le grand débat des frameworks, alors côté Microsoft, hein. Donc j'ai invité trois débatteurs qui vont nous parler donc de sémantique kernel, d'AutoGen et du petit nouveau Microsoft Agent Framework. Donc là, on va creuser, voir les subtilités qu'il y a entre ces trois frameworks et ça sera le 4 novembre en direct ou en replay sur ma chaîne YouTube. C'est là où cette industrie c'est ce que j'appelle le côté fractal de notre industrie. C'est-à-dire que même si tu te concentres sur un tout petit sous-ensemble, tu peux à nouveau le subdiviser en plein de sous-ensembles et trouver des spécialistes pour chacun de ces sous-ensembles. C'est ça qui est génial. J'adore ça. Et chers auditeurs, chères auditrices, j'espère que vous avez passé un bon moment à écouter cet épisode, que vous avez autant de plaisir que nous on a eu à l'enregistrer. Et puis, ben, on vous retrouve lors d'un prochain épisode. À très bientôt. À bientôt.